Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de 180 degrés. Aujourd'hui, en entrevue, je reçois Jessica Girard, qui est facilitatrice et mentor pour entrepreneurs. Et je l'ai invitée, en fait, suite à un appel à tous sur Instagram où je disais que j'avais envie d'aborder la question de la gestion financière, des finances pour entrepreneurs sur le podcast. Et je cherchais à avoir des recommandations de personnes pour venir discuter avec moi. Et vous l'aurez deviné, si Jessica est là aujourd'hui, c'est parce que son nom est ressorti plusieurs fois. Et je voulais l'inviter aussi parce que son approche est très rafraîchissante au niveau de sa vision des finances. Puis si on peut résumer ça comme approche en une phrase, c'est une phrase qu'on retrouve dans sa bio Instagram, qui est « T'as le droit de te payer un café à 7 $. Et j'adore cette phrase-là et je pense que ça résume un peu bien, très bien en fait, son genre d'approche par rapport aux finances d'entreprise. Alors officiellement, bonjour Jessica! Bonjour Mélanie, ça va bien? Oui, ça va bien toi? Oui, ça va super bien. Merci premièrement de m'avoir invitée sur le podcast. Je suis plus qu'heureuse. Ben ça me fait plaisir, le public t'a réclamé. Oui. Alors voilà, c'est fait. Non, ben il y a aussi une question de fit par rapport aux valeurs, puis par rapport à ce que tu abordes sur tes réseaux sociaux. J'ai vraiment aimé l'angle non culpabilisante que tu apportes sur les réseaux sociaux par rapport à la finance. Et là, avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que aujourd'hui, j'ai envie de parler des pièges financiers de l'entrepreneur. Mais avant qu'on rentre vraiment dans ce sujet-là, j'ai envie qu'on apprenne à connaître un peu qui est Jessica Girard. C'est quoi ton parcours, grosso modo, qui t'a mené finalement à parler de finances, puis à maintenant faire un peu de mentorat auprès des entrepreneurs par rapport à plein de sujets. Fait que explique-nous un peu tout ça, Mm. si t'en as envie. Oui, donc parcours entrepreneurial, j'ai 23 ans, je suis très jeune et j'ai commencé très jeune aussi à penser à l'entrepreneuriat. J'avais 15 ans et quand on pose la question au secondaire, qu'est-ce que tu veux faire? J'avais aucune réponse. Aucune réponse. J'ai terminé le secondaire en me disant, je vais être chirurgienne plastique. Oh, OK. Non, non, à ce moment-là, Je c'était ça. m'attendais pas à Non, ça. non, non, mais à ce moment-là, c'était pas une volonté, là. C'était simplement parce que ça semblait être cool dans les films. Oui, oui, oui. Donc, il fallait bien que j'aille une réponse à dire aux gens quand ils me demandaient, oui, toi, tu veux faire quoi dans la vie? Chirurgienne plastique. J'ai choisi ça comme ça. Donc, j'ai terminé le secondaire en n'ayant aucune idée. J'ai jamais eu aucune idée sur ce que je voulais faire. J'ai commencé le cégep. L'été, je faisais des plans d'affaires. Écoute, je voulais tellement avoir une entreprise, mais je ne savais pas de quoi. Je ne me posais pas nécessairement des questions. Et ce que je faisais pendant mon été, c'est créer plein de plans d'affaires. Un plan Wow. d'affaires pour une boutique de vêtements, maquillage. Écoute, j'ai voulu être artiste à un moment donné, maquilleur. J'ai voulu avoir une entreprise de construction. Écoute, toutes les sortes OK. d'entreprises. Crémière y est passé, une boutique de vêtements, tout genre. Tout genre. Écoute, je me cherchais, là, je peux dire. Donc, ça a été un petit peu ça au cégep, mon parcours là, dans ma tête. Je me disais, bon, j'aimerais tellement ça être entrepreneur. Et mon conjoint, avec qui ça fait quand même, bon, 10 ans, ça va faire 11 ans cette année que je suis avec, a toujours eu cet esprit entrepreneurial et l'esprit plus au niveau des chiffres. Et quand j'avais des discussions avec lui à 17 ans, je n'y comprenais rien. Mm. J'étais pas capable de comprendre un mot avec les discussions qu'il avait avec son père, avec sa famille. J'étais même pas capable d'assister à une discussion qui parlait d'argent, de finances, même les discussions qui avaient les plus simples. J'étais pas capable de garder le focus, je comprenais rien. Et ça m'énervait, ça venait me chercher, je quittais la pièce et je m'en allais dans mon déni. Je partais. Et à un moment donné, je me suis dit, écoute, je termine le cégep, je m'en vais à l'université, je m'en vais en administration, je vais aller l'apprendre. Les chiffres, les cours de comptabilité, de finances, etc. Et j'ai terminé mon baccalauréat finalement en avril passé. Donc un petit peu du parcours et je me suis dit, plus jamais que je veux me sentir dans une chambre, quand on parle de finances, d'être moindre, de me sentir Mm. comme si je comprends rien. Et je me suis dit, ça, je veux qu'on normalise finalement le fait que ça se peut qu'on comprenne rien,
mais on est capable là, d'aller chercher l'information. Puis je veux qu'on normalise finalement que les femmes peuvent avoir de l'argent dans leurs mains, peuvent comprendre, sont aussi intelligentes, même plus. Là, je veux dire, on est plus que ce qu'on pense être finalement. Donc, je suis partie avec cette mission-là. Et finalement, je suis rentrée dans le domaine financier et j'ai quitté par le fait même le domaine financier. Et maintenant, ben, j'offre des services aux entrepreneurs au niveau de leur structure, au niveau de leurs finances, vraiment une mindset. Donc, je leur apporte pas nécessairement, c'est pas des conseils, mais je leur apporte des visions. Donc, des réflexions aussi. Donc, voilà un petit bout du parcours, là, assez rapide. Ouais. Puis je comprends ton sentiment parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, moi, je connais rien aux finances, je connais rien à l'argent, à la gestion de l'argent, à la comptabilité, puis tout ça. Le problème, c'est que quand on regarde pas, quand on comprend pas, ben on n'est pas en mesure, tu sais, de prendre des bonnes décisions. Puis les décisions, ben je sais pas si tu es d'accord avec ce que je vais dire, mais les décisions sont encore plus importantes et impactantes quand on est entrepreneur. Parce qu'elles ont, ça peut amplifier le négatif comme le positif dans sa vie. Fait que c'est un peu ça l'idée, tu sais, si celles qui écoutent, il y en a qui se disent, hey, moi, tu sais, les finances, ça m'intéresse pas tant. Le problème, c'est que ça va t'intéresser la journée où tu vas être face à un mur puis tu n'auras pas le choix de prendre de meilleures décisions pour t'en sortir. Mais c'est ce qu'on veut éviter aujourd'hui avec l'épisode sur les pièges financiers. Puis tu vois, quand je préparais l'entrevue, ben j'ai en fait nommé, listé certains pièges qui pour moi sont importants d'aborder avec toi. Puis je suis sûre que tu as déjà comme plein de conseils que tu vas pouvoir nous donner ou des changements de mindset aussi à prendre. Mais le premier piège que j'ai noté, c'est tout ce qui a trait par rapport à la gestion des montants d'argent en impôts et pour les taxes à mettre de côté. Puis je t'explique, j'ai reçu Valérie Lassalle parce qu'elle, en fait, elle m'avait écrit pour me dire, quand je cherchais justement l'inviter pour parler de finances, elle m'a dit tout bonnement, ben écoute, moi, je peux te parler de tout ce qu'il faut pas faire, des erreurs monumentales que j'ai faites. Puis quand je l'ai reçue, ben c'est ce qu'elle nous a parlé en deuxième portion de l'entrevue, c'est qu'elle n'arrive pas à mettre de l'argent de côté pour ses impôts. C'est comme si l'argent qui rentre, ben il est tout de suite en train de sortir, puis elle n'est pas capable de gérer cette portion-là de son entreprise, ce qui fait qu'elle est tout le temps en train de payer l'impôt en retard, plus l'impôt en cours, tu sais, tu vois le genre. Fait qu'est-ce que tu penses de ce piège-là par rapport au montant d'impôt? Tu sais, on parlait avant l'entrevue, le fameux 50% qu'on entend souvent. Ah, mais 50% de ce qui rentre, tu vas toujours être correct. Selon toi, là, comment on deal avec cette question-là? C'est une question très bonne parce que je m'ai fait poser aussi quand même assez souvent, mais elle est tellement plus profonde que ce qu'on pense. Donc oui, il y a les pourcentages, il y a plein de choses qu'on peut voir, mais au-delà de tout ce qui est chiffres, tout ce qu'on voit à la surface, il y a tellement plus en dessous. Puis j'aimerais ça t'en parler justement, mais premièrement, c'est certain que quand on se lance en affaires, on a souvent l'habitude, si on a été salarié avant, de gérer notre argent comme une salariée. Donc, on reçoit, par exemple, une paye, l'impôt est enlevé, tout est enlevé, toutes les déductions ne sont plus là, on reçoit l'argent, il est à nous à 100%, on en fait ce qu'on veut. Donc, souvent, un des seuls gros problèmes qui se passe quand on est salarié, c'est qu'on vit peut-être de paye en paye. On a peut-être des difficultés, à payer certaines choses, mais c'est un des plus grands problèmes du salarié, mais quand on arrive à l'entrepreneur, comme tu disais un petit peu plus tôt là, en introduction, entrepreneur, ça vient amplifier soit les problèmes ou soit la bonne gestion financière. Donc, tout est amplifié. À ce moment-là, souvent, on a l'impression que quand on reçoit un paiement d'une cliente, ça nous appartient à 100%. On a envie de le garder à 100%. On a envie de dire, écoute, ça c'est mon argent, je le garde, il n'y a personne d'autre qui en a, le gouvernement n'aura pas sa part, les taxes non plus, personne. Ça fonctionne peut-être pas comme ça, malheureusement, mais je pense que c'est vraiment d'avoir le déclic en premier lieu, de dire, l'argent, il ne m'appartient pas au complet et je dois faire le calcul à savoir qu'est-ce qui m'appartient de cet argent-là. Donc, vraiment d'avoir ce déclic-là, parce que non, malheureusement, c'est pas à nous à 100%. Puis, par la suite, je crois on parle souvent du 50%, comme tu mentionnais, il faut qu'on mette 50% d'impôts. Oui, mais non.
Mhm. Il y a une petite nuance ici. Oui, dépendamment de ton chiffre d'affaires, ça se peut que tu dois mettre 50%. Mais regarde toujours, tu sais, au niveau du revenu, tu es à combien? Si tu fais 30 000 par année, tu ne dois pas mettre 50% de Ben côté, non. là. Aucunement, là. Ton 50%, il est trop élevé. Surtout que si tu es à 30 000, tu as des dépenses, on déduit bon, ton revenu. Finalement, ton 50%, tu mets peut-être trop d'argent de côté et tu me diras peut-être, ah oui, mais c'est une bonne nouvelle d'avoir finalement à la fin de l'année plus d'argent. Non, pas vraiment, parce que ton cash flow il est diminué pendant tout le temps de l'année, parce que tu ne peux pas y toucher. Cet argent-là n'est pas investi, rien, il ne se passe rien avec Ça peut cet argent-là. t'empêcher de faire d'autres revenus, finalement. Oui, exactement. Ou de la garder tellement précieuse. Là, parfois, on vient switcher. Là, j'ai des entrepreneurs qui dépensent beaucoup, qui ont de la difficulté à économiser pour les impôts. Et j'en ai d'autres qui économisent énormément et qui ont de la misère par la suite, lorsqu'il y a un montant qui est supplémentaire qu'ils ne devaient pas donner en impôt, bien, de le reprendre. Donc, ça crée dans les deux sens des soucis, des petits problèmes qu'on peut régler facilement, là, mais ça crée dans les deux sens finalement des problèmes. Donc, de vraiment regarder, je pense, au niveau du revenu, de s'asseoir, de faire le calcul, à savoir, on est à combien annuellement, au niveau brut. Si on enlève nos déductions, par exemple, ou les formations, ou toutes les déductions en lien avec notre Avant travail, impôt. c'est Ouais. ça, avant impôt, on est rendu à combien? Peut-être qu'on n'a pas besoin d'enlever 50%. Peut-être que c'est même 30%. Ben, moi, ce que je fais souvent, c'est que je vais aller voir justement, tu sais, ce montant-là après dépense, qui va être soumis, dans le fond, à l'impôt sur ton rapport d'impôt. Ben, tu sais, il y a beaucoup d'applications ou de sites web qui vont simuler, tu sais, tu rentres, travailleur autonome, le revenu avant impôt, ou même le revenu, le nombre de dépenses, puis tout se calcule. Fait que là, tu vas savoir, OK, ben, j'ai tant à mettre pour les déductions à la source, il y a tant qui va aller en impôt. Fait que tu le vois, en fait, finalement, combien tu vas devoir payer à la fin de l'année. Fait que des fois, c'est un bon indicatif. Là. Tu sais, moi, souvent, je le faisais en décembre quand j'avais terminé pour être sûre de ramasser assez d'argent en avril quand je vais faire mes impôts. Mais c'est vrai que, surtout si on a un revenu stable d'année en année, c'est plus facile. Tu sais, je pense que ce qui est compliqué à gérer, c'est que, mettons, dans la croissance, tu sais, quand il y a une grande différence de revenus entre 2 années, c'est comme on perd ses repères un peu par rapport on peut partir, là, puis se mettre à dépenser plein d'affaires, là. Fait que... C'est ça. Mais je pense toujours, en fait, avec mes clientes, ce que je leur donne aussi comme truc, c'est de partir avec un budget qui est basé sur leurs plus petits chiffres mensuels. Donc, au niveau des ventes, je leur dis vraiment, partez avec le plus petit chiffre. Comme ça, votre budget, premièrement, au niveau des dépenses, on est toujours en dessous de vos moyens. Là, ça, c'est quand on débute, parce que, bon, les revenus peuvent vraiment fluctuer. On part avec le minimum, vos dépenses sont en dessous. Parfait, il n'y a pas de stress. Et si jamais il y a un surplus d'argent, à ce moment-là, on vient simplement recalculer au niveau des impôts avec des calculateurs qui sont sur Internet. Souvent, je le mentionne peut-être 2 fois par année. Une fois en janvier, on fait une projection de l'année. 6 mois plus tard, on sait à peu près combien mettre d'impôts là, chaque mois pour les 6 prochains mois. 6 mois prochains, 6 mois plus tard. Oui, 6 mois plus tard. 6 mois plus tard, on vient revoir finalement, on est rendu à combien sur notre objectif annuel. Si on est en dessous, peut-être, OK, commencer à diminuer au niveau de l'impôt qu'on met de côté. Et si finalement, on a boosté qu'est-ce qu'on allait faire, bon, ben peut-être à ce moment, se réajuster pour les 6 autres mois. Donc, vraiment, de trouver des solutions qui fonctionnent avec nous. Il y a des entrepreneurs que ça va être à chaque mois. Il y en a que ça va être 2 fois par année. Mais c'est tout simplement, je crois, de s'asseoir avec nous-mêmes puis de nous dire c'est quoi qu'on n'aime pas dans la gestion financière, c'est quoi qu'on aime et finalement de trouver là, un mix, un milieu à quelque part pour qu'on puisse finalement là, faire notre gestion sans tracas, sans stress. Ouais. Puis je disais aussi dans l'épisode avec Valérie que moi, le truc que j'ai pris, en fait, qu'on m'avait conseillé un petit monsieur chez Revenu Québec, là, quand j'avais fait ma formation pour les taxes, quand je me suis lancée, il m'avait dit, il dit, tu sais, si tu veux jamais être pris au dépourvu au niveau des taxes, fais tes versements mensuels. Puis là, je sais que les comptables, ils trouvent ça weird, ils n'aiment pas ça, tout le monde est trimestriel, mais pour vrai, avec moi, ça fonctionne, parce que ça me force à chaque mois à vraiment, tu sais, m'assurer, OK, tout comptabiliser, dit dans mon QuickBook, m'assurer que tout est beau. Là, c'est sûr que je suis en méthode simplifiée, fait que j'ai pas l'obligation de tout avoir déjà rentré mes factures de dépenses, mais j'ai déjà une bonne idée quand même, là. Fait que ce que ça fait, c'est qu'à tous les mois, je fais mon paiement de taxes. Donc,
c'est un retrait de compte qui est moins... Les montants sont plus Ok. petits. Il y a moins de chances que tu l'échappes si t'as pas calculé, t'as pas vérifié tes affaires. Fait que, mettons, t'as moins de chances de te rendre au bout de 6 mois, voire une année. Il y en a qui le payent par année. Puis de faire comme, hey, je vais pas assez d'argent pour les taxes. Puis tu sais, les taxes, c'est vraiment pas ton argent, là. Tu sais, c'est clairement une passation C'est ça, de une passation. d'argent. Fait que moi, c'est mon truc. Fait que ça peut être peut-être la même chose si à tous les mois, vous mettez le nez justement dans les chiffres. Puis là, je fais un autre lien qu'un épisode. Là, j'ai l'air de faire de la promo, mais c'est que dans l'épisode, sur le tableau de bord, j'explique aussi que je fais ça pour les taxes, mais aussi pour savoir, tu sais, j'ai dépensé combien, j'ai fait combien, je suis combien par rapport à mon objectif. Moi, j'aime ça le voir. Mhm. Ça me motive, tu sais, ça me permet de regarder la progression, puis tu sais, je regarde plein d'autres variables aussi, mais je pense que ton point est excellent. Je fais pas ça, tu sais, de regarder par rapport aux projections de l'impôt que je vais avoir à payer. Fait que c'est un Mhm. excellent point à ajouter Oui. à son Puis tableau de bord. c'est parce on a des gens qui sont intuitifs, on est plus dans l'intuitif go with the flow que j'aime les appeler. Mhm. Et on a des queens du budget, parfois, qui sont le fichier Excel, calcul, c'est correct. Puis des fois, on a des justes milieux, mais je pense que c'est vraiment de se connaître, de savoir si on est un peu le go with the flow, comme j'aime les appeler. Mhm. Allez pas avec un budget hyper serré ou des stratégies, ou peut-être même à chaque mois comme ça va peut-être être déstabilisant, mais trouver finalement des justes milieux pour chacun en se connaissant là, finalement. Puis j'aime ton idée à chaque mois parce que ça te force un peu à te faire une date avec toi-même, à dire, OK, je m'assois, je regarde mes chiffres, je regarde qu'est-ce qui se passe, les taxes y partent, puis ça doit faire moins mal au cœur de les voir partir à chaque mois qu'une fois par année. Exact, ben oui. Tu sais, un versement de 1000 $ en taxes, ça fait moins mal que Une des coupe de milliers mille. de dollars comme ça, c'est clair. Ouais. C'est ça. Donc, vraiment, de le regarder, je pense, mensuellement comme ça peut enlever aussi un stress sur les épaules. À dire, mais c'est encore là de revenir à qui qu'on est au niveau de nos habitudes. Mm. Toujours, là, mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de façons de faire qui peuvent être bénéfiques là, pour une ou une autre personne. Exact. Puis le deuxième piège que j'ai le goût Oui, d'aborder vas-y. avec toi, c'est tout ce qui a trait aux dépenses que j'appelle high level, quand surtout on débute ou quand on n'a pas un gros chiffre d'affaires. Tu sais, des fois, je vais avoir des entrepreneurs qui vont faire du 30-40 000 en chiffre d'affaires, mais qui ont du 20-25 000 de dépenses. Puis ça, c'est genre un site web avec une grosse agence de marketing qui coûte cher, un gros mastermind ou une grosse formation, un programme à des milliers de dollars, de la publicité. Tu sais, tu vois, genre, là, des grosses dépenses de business, pas en démarrage, mettons, là, tu sais. Euh, comment tu sais, parce que tu nous dis qu'on a le droit de se payer un café à 7 $, Oui, mais qu'en est-il de ces dépenses-là, selon toi? on a le droit de se payer toujours. On a toujours le droit. On a toujours le droit, mais je reviens à mes projections financières. Quand on fait nos projections financières, on s'assure de savoir, premièrement, combien qu'on croit faire et on fait 3 styles de projection. Bon, le minimum, le médian, puis finalement le maximum, si je peux dire ça comme ça. Bon, Mhm, si tout allait bien, là, qu'est-ce qu'on pourrait faire là, bon, à l'extrême? mhm, On fait une projection, on sait aussi combien qu'on a de dépenses, donc on est capable de savoir il y a combien d'impôts qui part environ. Donc au début de l'année en janvier pour l'année qui s'en vient, on est capable de savoir, bon, à la fin de l'année, il me reste combien dans les poches, j'ai économisé combien. On est capable de faire cette projection-là. Le petit problème que j'ai peut-être avec ce type de mastermind qui est plus high level et qu'au niveau des coûts, c'est aussi plus élevé. On s'entend, ce n'est pas une formation à 200 $. C'est mhm. souvent une coupe de milliers de dollars. Le petit problème, c'est qu'il faut qu'on la mette dans la projection. Il faut qu'on soit capable de la payer aussi à chaque mois. Il faut qu'on soit Ouais. capable de la payer. Fait que, tu sais, au niveau, oui, est-ce qu'on a le droit? Oui, on a le droit de le faire. Mais est-ce que ça rentre dans ta projection? Est-ce que ça rentre dans tes objectifs aussi? Est-ce qu'il y a finalement un autre choix que tu pourrais prendre pour le moment? Puis quand on parle de site web, tu me diras en plus toi qui es en marketing, mais ça sert à rien un site web au début. Mais ben ça sert à rien, ça Ça dépend dépend des là. business, c'est ça, tu sais.
Ça dépend. mettons une business qui commence, qui a pignon sur rue, ou tu sais, qui va avoir des choses, tout est un contexte différent, mais un travailleur autonome qui se lance au début, et surtout avec des offres de services, moi, j'ai tout le temps, commence avec des landing pages que tu fais dans MailerLite ou que tu fais sur n'importe quelle autre plateforme. C'est suffisant, là, tu sais. Oui, il y a plusieurs plateformes, même Notion, que tu peux faire c'est une vrai. page de vente. Sur Teachable, tu peux faire une page de vente. Ils prennent un certain pourcentage, tu prends l'option gratuite, mais il y a quand même une option gratuite pour offrir tes services ou avoir une page de vente. Donc, il y a quand même d'autres options qui sont disponibles que l'option qu'on regarde souvent. Puis, je reviens tout le temps à faire les calculs, la projection, de quoi ça a l'air. Est-ce que ça rentre dans notre budget? Ou pas du tout. Et est-ce que ça va nous rapporter de l'argent? Parce qu'au niveau des impôts, on pense souvent qu'on va mettre toutes les dépenses pas possibles. Oui, j'ai acheté un micro, j'ai acheté ci pour mon entreprise, je vais m'en servir. Oui, je comprends. On achète beaucoup de choses, on aime ça acheter beaucoup de choses, on veut grandir, évoluer, on veut que notre business aussi prenne de l'expansion, qu'elle croît finalement là, dans le temps. Mais c'est pas tout nécessairement des dépenses qu'on peut rentrer officiellement dans nos impôts, malheureusement. Ben c'est ça m'amène à mon autre piège que je vois beaucoup, puis dont j'ai aussi été victime. Là, je pense que je suis comme en rémission. Mais c'est la boulimie de formation et de coaching. Quand on aime ça, se perfectionner, apprendre davantage sur son domaine d'expertise, il y a tellement de possibilités de formation, il y a tellement d'offres que même sans payer des milliers de dollars, une formation, par exemple, mais juste à coût de 200, 300, 500, 600, tu sais, à la fin de l'année, quand tu regardes, tu fais comme, oh my God, la case, là, dans les impôts, là, de formation est très élevée. C'est comme, ouais, puis je pense que tu avais un bon exemple aussi, là, par rapport à ça, là, Oui. d'en avoir un petit peu trop, là. Oui. Ben, veux-tu que je parle de la forteresse? Oui, c'est ça. Okay. Bon, oui, on aime ça, les formations, puis c'est correct. Puis dernièrement, j'avais une cliente qui me posait la question, faut-il que je diminue mon budget de formation? Attends un peu, on va faire les calculs, on va regarder. Et dans son cas, non. Elle n'avait pas besoin de diminuer son budget de formation, mais encore une fois, c'est de s'asseoir, de se poser les vraies questions, de regarder sa projection, de regarder ses chiffres aussi. Et finalement, ça a l'avantage au niveau impôt aussi parce qu'elle devrait de toute façon donner de l'argent au niveau des impôts. Donc, ça a l'avantage en diminuant son revenu à un certain palier là, de l'imposition. Donc, c'est avantageux pour elle. Bon, bref, on a regardé ça. Mais j'aimerais ça qu'on parle justement du concept de la forteresse parce que c'est parlant. Quand je te l'ai expliqué un petit peu plus tôt, là, je pense que c'est quand même très, très parlant et on aime avoir des formations, mais quand on prend des formations ou des dépenses qui sont récurrentes, qui reviennent à chaque mois, donc un plan de paiement. Des programmes annuels, mettons. C'est ça, des programmes annuels ou des memberships, un par-ci, un par-là, puis qu'on a toujours des paiements là, qui sont récurrents à chaque mois. J'amène l'image de la cage un peu d'or. Donc, quand on est salarié, souvent, on entend souvent parler de la cage d'or. On est si bien, il y a un salaire, on a une zone de confort. Confortable, oui, Confortable, c'est ça. J'ai perdu le mot en train de dire. On est confortable, on a fonds de pension souvent, des assurances, on est bien dans notre cocon et souvent on parle de la cage d'or parce qu'on veut sortir un peu de ça. Et quand on devient entrepreneur, le but, c'est pas de se retrouver finalement. On part de la cage d'or pour se retrouver dans une grosse forteresse grise, plate, épaisse. C'est pas cute. C'est vraiment pas cute. Puis, quand je parle de forteresse, on imagine chaque brique comme étant une dépense finalement. Et à chaque fois qu'on a un paiement qui est récurrent, un membership par-ci, une formation par-là, c'est une brique qu'on ajoute finalement. Je peux aussi mentionner des voitures, un paiement d'auto, un paiement d'une maison. Tout ce qui est récurrent, finalement, on ajoute chaque brique autour de nous. À un moment donné, c'est correct. Les briques atteignent, par exemple, notre ventre. On est capable de voir devant nous. C'est pas grave. On est capable, de sortir de ce qu'on a bâti, de cette forteresse. Mais à un moment donné, la forteresse est comme trop haute. Il y a trop de paiements récurrents. Il y a trop de paiements. Puis c'est là qu'on voit plus. Là, on n'est plus capable de voir en avant de nous. On est vraiment enfermé dans cette forteresse-là qu'on s'est créée aussi. Soit consciemment ou inconsciemment.
Mais on s'est créé cette forteresse-là. On est bien, il fait chaud dedans. Mais on peut plus sortir. Puis souvent, quand on est entrepreneur, je l'entends souvent, je veux voyager, je veux avoir du temps avec mes enfants. La liberté. La liberté. Peu importe quelle forme elle prend, cette liberté-là, on en veut toutes, un peu. Que ce soit l'horaire, peu importe. D'aller jouer dehors avec la neige, la belle neige d'hier à comme 2 heures de l'après-midi. On en veut toutes de cette liberté-là, mais malheureusement, quand notre forteresse est trop élevée, on ne peut pas sortir de la forteresse. On est pris au piège avec nos propres dépenses. Fait que ce que je dirais là, comme conseil, c'est vraiment quand vous ajoutez des dépenses qui sont récurrentes, un plan de paiement, assurez-vous de savoir, premièrement, votre forteresse, est-tu haute en ce moment? Est-ce qu'elle est basse? Est-ce que votre forteresse peut avoir une prochaine brique ou c'est une brique de trop qui pourrait justement vous écraser là, à l'intérieur de votre forteresse? Donc, c'est vraiment de se reposer les questions par rapport à ça, mais je pense que c'est un bon point de départ là, pour la suite des achats de formation, mastermind, etc. Oui, puis même les logiciels, les outils, moi je le vois beaucoup des fois, tu sais, juste en accompagnement ou en consultation, tu sais, de voir, OK, ben l'inventaire de tout ce l'entrepreneur a comme outil, mais ça, c'est juste, des fois, elle en a tellement, juste parce que c'est pas utilisé pleinement chacun des outils. C'est des fois, j'ai un truc pour faire des landing pages, j'ai ça. Ouais, mais ton logiciel d'infolette, il fait aussi des landing pages. Pourquoi tu payes pour ça? Ah oui, c'est vrai. Tu sais, comme, il y a façon d'épurer quand on se plonge. Puis des fois, c'est une question d'habitude. On est habitué à une plateforme, on n'a pas le goût de changer. Ouais, mais là, elle coûte vraiment plus cher que l'autre. Fait que c'est de faire des choix conscients. C'est pas grave de payer pour la plus chère des plateformes si ça te permet justement une meilleure quiétude, des résultats, mais le problème, c'est qu'à un moment donné, c'est de voir, OK, ben c'est quoi le budget qui fait du sens pour des logiciels? Ouais. Puis tu sais, en ligne, il y en a tellement des logiciels. C'est comme... Tu sais, je donnais souvent l'exemple, tu sais, mais là, tu te pars un podcast. Parfait. Là, le podcast, ben tu as l'hébergement du podcast. Tu as une solution gratuite que j'utilise d'ailleurs, qui est Anchor. Mais tu as d'autres solutions qui sont payantes. Fait qu'il y en a qui vont payer, mettons, 15 $ par mois pour héberger. Parfait. Là, on va faire des entrevues. On sait que Zoom, c'est pas optimal pour l'enregistrement de la qualité audio. Fait qu'on peut avoir d'autres plateformes, comme en ce moment, on enregistre sur Riverside. Parfait, Riverside, 19 $ US par mois. OK. Maintenant, on a le micro. Là, tu veux une bonne qualité de micro, mais tu sais, tu veux pas nécessairement le top du top, mais tu veux pas le moins cher. Tu sais, OK, un 125 $ pour un micro. Parfait. Là, les autres logiciels, j'oublie. Ah oui, tu veux faire des petits extraits audio cute là, de ton podcast. Parfait. Headliner. Je pense que c'est 10 $ par mois. Mais tu sais, ça s'accumule. Puis ça, c'est juste pour le projet podcast, là. Calendly aussi. Calendly pour booker. Ouais, mais Calendly, tu sais, il va pour tous les projets, mais quand même, t'as raison. Fait que tu sais, là, t'accumules tous ces petits 10 $, 15 $ par mois, puis ça finit par faire un budget. Moi, ça me surprend à chaque fois. Puis je me dis, OK, je veux en enlever, je veux épurer, mais c'est pas toujours facile. Des fois, c'est comme crève-cœur de dire, OK, ben, je paierai pas pour le plan payant. Tu sais, il va y avoir un petit watermark, un petit logo. Mais tu sais, tout dépend de nos objectifs. Puis je pense que c'est une question aussi, tu sais, est-ce que tu peux te permettre avec le chiffre d'affaires que tu fais ou, comme tu dis, ça t'écrase dans une forteresse, tu sais. J'aime beaucoup cet exemple-là. C'est vraiment de revenir à ses propres besoins puis de savoir c'est quoi nos habitudes de vie, c'est quoi aussi qui qu'on est comme personne, au-delà des chiffres, de la finance, c'est qu'est-ce que je veux pour moi, tout simplement. Puis la forteresse, ça m'avait, à un moment donné, j'avais vu un exemple qui m'avait tellement parlé, puis je le mentionne parce que c'est plus au niveau du mindset, de l'argent, des formations, mais j'avais fait un exemple sur une maison. Quelqu'un, par exemple, qui achète, là, sa première maison, c'est quand même une petite maison. Par la suite, une moyenne maison, puis finalement, un château, là. Puis je me disais juste, tu sais, la maison, finalement, c'est pour entreposer des objets. Oui. Quand tu y penses, mais j'avais lu ça dans un livre et je m'étais dit, OK, ouais, c'est vrai qu'on grossit notre maison pour entreposer plus d'objets. On augmente notre paiement, nos briques. On a plus de briques autour de nous pour entreposer plus d'objets. Ah ben oui. Puis ça, tu sais, on pourrait parler de minimalisme aussi, là. Tu sais, il y a beaucoup ce courant-là d'épurer parce que tu as raison. C'est mathématique, là. Tu sais, avant d'habiter ici, là, maintenant je suis à Saint-Jean, mais avant j'habitais à Laval, puis on avait une plus petite maison, puis
on avait comme moins de pièces. Là, maintenant, on a plus de pièces, mais on a juste plus de choses, comme tu dis. Puis là, à chaque fois, on est comme, OK, ben, on va désencombrer, tu sais, on va faire le ménage, les trucs du sous-sol. Puis, tu sais, déjà, avec un enfant, tu sais, les Noëls arrivent, c'est toujours, tu sais, la fête, Noël. Ça s'accumule, ça n'a même pas de bon sens. Puis t'as raison, tu sais, quelqu'un vivrait dans un 4,5 à 3, il y aurait moins d'objets parce qu'il y a moins de place pour accumuler. Exactement. Fait que ça revient à la même chose de ta forteresse. Est-ce que tu as vraiment besoin de l'augmenter ou tu es capable d'avoir quelques briques autour de toi? Vraiment intéressant comme exemple. Oui. L'autre point que j'avais envie qu'on discute ensemble, on en a parlé un petit peu avant l'enregistrement, mais un des pièges, ça peut être aussi de ne pas avoir une offre de service qui t'apporte une stabilité financière ou une quiétude, une façon de te projeter, justement. Tu sais, on parlait un peu de la façon de designer ton offre et tout ça. Qu'est-ce que tu aurais à dire à propos de ce piège-là? Comment toi, tu l'observes avec tes clientes? Souvent, ben, j'ai quelques points, là, parce que j'aimerais, petite parenthèse, là, dire, les chiffres, je sais que ça peut stresser des gens, là, mais pour vrai, plongez-vous le nez dedans, puis j'en vois beaucoup d'entrepreneurs qui disent « Ah, je vais déléguer, je vais déléguer ma comptabilité, je vais déléguer mes finances, je délègue tout. » C'est correct de déléguer, mais je fais une petite parenthèse là-dessus parce que ça vient de me popper, mais c'est important aussi d'être au courant de ces chiffres. Si on n'est pas au courant de ces chiffres, dès le départ, on est capable de déléguer certains aspects, mais d'être capable à 100% de gérer sa gestion financière. Même si on n'aime pas ça, même si ça nous stresse. Puisqu'on la regarde, finalement, plus qu'elle nous stresse moins. Mais, excuse-moi, parenthèse. Non, mais c'est un excellent point. Ben oui. Qui viennent de me popper. Mais, redis-moi ta question. Parce que ça m'a popé dans ma tête. Je me suis dit, t'as pas, il faut que je dise ça. Ben non, mais c'est un excellent point. Puis c'est vrai que ça fait peur parce que on a l'impression que c'est plus compliqué que ce que c'est vraiment. Tu sais, au final, là, si on ramène ça simplement, là, c'est combien tu gagnes, combien tu as de dépenses, combien qui te reste. Puis de voir après ça, honnêtement, les simulateurs d'impôts, c'est la meilleure chose pour essayer de comprendre le fonctionnement quand on est travailleur autonome. Tu sais, on peut comparer le même salaire avant impôt d'un employé versus le chiffre d'affaires avant impôt. Vous allez voir, il y a un gap de quelques milliers de dollars, qui, tu sais, les déductions et tout ça. Mais juste de le comprendre, ça fait en sorte que peut-être quand va venir le temps de mettre un prix sur son service, sur son offre, hein, peut-être que des fois, ça va nous amener une réflexion intéressante sur le sujet. Fait qu'on peut clore cette parenthèse-là. Oui, désolée. Puis revenir... Mais non, mais c'est une très bonne parenthèse. Tu fais bien. Là. Si t'en as d'autres, gêne-toi pas. Mais la question que je te posais, c'est par rapport à l'offre de service. Parce que je te donnais l'exemple, tu sais, d'une cliente qui est seulement dans du service à la carte. Ce que ça fait, mettons, d'être seulement dans le service à la carte au départ, c'est que là, ben, tu sais, c'est quoi, une consultation, je sais pas, mettons que tu charges 100 $, 120 $, ben là, c'est que c'est juste à l'unité. Fait que cette structure-là est pas très solide pour te dire, genre, je me sens confiante que je vais avoir assez d'argent pour progresser, vivre, avoir, tu sais, payer ma forteresse. Alors, c'est surtout quelque chose qu'on peut voir, tu sais, même d'un point de vue marketing, c'est une chose, mais d'un point de vue financier, comment, selon toi, on peut travailler ces offres? Ouais. On met souvent la faute sur les finances. Il faut que je paye des impôts, il faut que je paye des taxes, il faut que je paye ici, il faut que je paye des formations, comme qu'on a dit plus tôt, des logiciels. Il faut que tout est la faute des finances, tout ne fonctionne pas. Ou c'est soit j'ai un mauvais mindset. Mon mindset par rapport à l'argent. Je sais, là, c'est pas... Non. Bon, on a ce côté-là, mais au-delà des finances, parfois, c'est même pas leur faute. Pour vrai, là. Pour vrai, des fois, c'est pas la faute des finances, là. Puis, quand tu dis de revenir faire une projection, de savoir qu'est-ce qu'on veut faire comme revenu, bien, c'est important aussi de lier cette information-là à nos offres de services, finalement. Parce que si on veut faire 100 000 par année, ou 70 000, mais qu'on offre des forfaits peut-être à 100, 200 $, on va avoir besoin de beaucoup de gens. Ben oui. Beaucoup de gens. Donc, on va y aller plus au volume.
Mais c'est important de savoir ça, tandis que si on a des offres qui sont peut-être plus élaborées, qui sont peut-être un petit peu plus dispendieuses ou qui sont sous forme de forfait et non à l'heure, comme tu mentionnais, là, comme des petites banques par-ci par-là, mais d'avoir des grosses banques finalement, ça peut faire en sorte d'avoir une certaine stabilité financière. Parce que j'entends souvent les entrepreneurs, et ça revient toujours, je crois, je veux faire plus de revenus. C'est correct, tout le monde veut faire plus d'argent. Et c'est complètement correct, mais je crois qu'on ne focus pas sur la bonne information. On focus, je veux faire plus d'argent, il faut que mes finances augmentent, il faut que tout ça, on n'est pas dans les finances, pas du tout à ce moment-là, c'est vraiment nos offres de services. Et bon, tu pourras me parler là, du marketing, visibilité et tout, là, mais offre de services, d'essayer de bâtir en fonction de nos objectifs à nous, mais aussi de notre audience, puis finalement d'écouter les gens qui nous suivent, soit sur les réseaux sociaux, les écouter, de savoir est-ce que mes prix présentement, est-ce qu'ils sont trop bas ou aussi est-ce qu'ils sont trop élevés? Là? Parfois, ça peut arriver qu'on a mal calculé. Mais vraiment de revenir sur cet aspect-là parce qu'une entreprise, c'est pas des départements. Ce n'est pas un côté finance, un côté marketing. Même si on porte des millions de chapeaux comme entrepreneur, on a l'impression que tout est une chose à part, mais tellement pas. Tout est lié finalement ensemble. Les finances sont liées au marketing, le marketing est lié aux communications, tout est lié au niveau des chapeaux. Ben tellement, puis tu sais, au niveau de l'offre, c'est qu'il y a l'offre, comment tu veux la marketer, si on veut, pour vraiment répondre aux besoins. Il y a aussi tout l'aspect de comment tu veux te positionner dans ton marché. Tu sais, on s'entend qu'il y a des chaînes de magasins qui, eux, leur positionnement, c'est très clair, on veut être les moins chers, tu sais, comme un peu maxi, tu sais, le panier le moins cher, c'est assez clair. Tu sais, eux autres, leur objectif, c'est vraiment que le prix soit le plus bas possible. Mais tu peux te positionner sur d'autres aspects, tu sais, dans ton marché. Puis, c'est de voir aussi, comment tu peux aussi mieux servir ta clientèle-là. On parle beaucoup de service parce que le gros de mes clientes puis de celles qui écoutent le podcast sont dans le domaine du service. Mais souvent, on rend plus service à ses clients quand on a une offre qui est complète, qui englobe chacun des besoins, des étapes qu'ils vivent, que dans du à la carte, tu sais, le fameux quick fix, puis de, tu sais, c'est ça aussi, là, qui est à prendre en compte. Puis en plus, ça nous met moins vulnérables, c'est ça le mot que je cherchais. Moins vulnérables, on est capable de projeter un peu les revenus qu'on va faire, parce que c'est clair que c'est embêtant pour ceux qui ont des grosses variations, tu sais, de revenus dans l'année. Tu te dis, OK, comment je vais faire? Moi, j'ai des paiements fixes, tu sais, tu veux prévoir assez d'impôts, mais tu sais pas combien tu vas avoir. Fait que là, tu as besoin d'aller piger des fois dans ton compte que tu as mis de côté. Tu sais, il y a tout ça qui est pas évident. C'est ça, tu veux pas piger dans ton compte qui est dédié au voyage là, de l'année prochaine. Ça te tente pas de piger là-dedans, mais c'est de revoir aussi ces offres en fonction de ce qui vont venir convenir à mes objectifs financiers, mes objectifs personnels, mes objectifs finalement professionnels. Tout ça ensemble. Donc, vraiment élaborer ses offres en fonction de ses finances. Mais je pense que de tout mélanger finalement les chapeaux, de ne pas les voir comme des départements qui sont différents comme qu'on pourrait voir dans une entreprise là, traditionnelle ou que tu as un département marketing, que personne ne se parle. Ouais. Non, on porte les millions de chapeaux, on est une personne à porter tous les chapeaux. Faisons pas comme ces grandes entreprises-là où les départements ne se parlent pas. Là. Tellement. Puis est-ce que tu penses qu'il y a d'autres pièges que j'ai pas nommés, selon toi, des pièges financiers qu'on n'a pas abordés? T'as-tu d'autres choses qui te montrent par rapport à ça? Peut-être pas un piège financier, mais quelque chose que j'entends beaucoup avec mes clientes, c'est quand on se lance en entrepreneuriat, on a toutes des raisons, puis revenez à vos raisons principales pourquoi vous vous êtes lancé, mais j'en vois beaucoup commencer que ça fait même pas 12 mois qu'ils sont en entreprise et qui se tapent sur la tête au niveau de leurs revenus. Ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez, mais pourquoi pourquoi ce n'est pas assez? Puis juste de revenir parfois à la base de dire, il y a quelques mois, je voulais me lancer, j'étais à 0 revenu et présentement, j'ai une moyenne de temps par mois. À quel point soyez fiers là, finalement de ce que vous faites parce qu'on se tape tellement sur la tête, on voit des exemples de gens qui font 100 000, 500 000, 1 million même par année
On en voit beaucoup de gens sur les réseaux sociaux dans le domaine du coaching qui parlent justement de leurs chiffres et juste de leurs chiffres aussi. Juste du chiffre d'affaires, c'est ça. Chiffre d'affaires. Donc, c'est au vrai, là, cette erreur-là qui vient aussi bloquer, c'est tellement primordial. J'aimerais ça qu'on arrête tout de se taper sur la tête finalement. Là, c'est pas nécessairement une erreur en soi, mais de pouvoir s'écouter, être douce avec soi-même. Je pense que j'aimerais vraiment ça, qu'on soit toutes douces envers nous-mêmes comme femmes, bienveillantes envers soi. On l'est envers nos clientes. Pourquoi pas l'être envers nous-mêmes? C'est beau! Puis là, c'est sûr que tu m'amènes un sujet, j'avais parlé, ça fait un petit bout, mais j'en avais parlé sur le podcast il y a beaucoup d'épisodes, mais passés, là. Mais tout par rapport au chiffre d'affaires comme argument marketing, moi, il y a quelque chose qui m'irrite profondément, là, parce que tu le sais encore plus, parce que tu as touché beaucoup à la finance et tout ça. Un chiffre d'affaires, ça veut absolument rien dire. Dans le sens, on peut faire... Je donne l'exemple, là, en ce moment, récemment, il y a un article qui est sorti comme quoi l'entreprise Tupperware aurait comme... Je me souviens plus des chiffres, là, mais comme 700 millions de dettes versus un chiffre d'affaires de 400 millions, je sais pas. Je me souviens plus des chiffres. Je veux pas... C'est pas une question de chiffres. La question, c'est plus... Même s'ils font des millions de ventes, l'entreprise se retrouve aujourd'hui un peu dans le trou, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils ont tellement accumulé de dettes qu'ils sont près de la faillite. OK? Donc, c'est un peu la même chose avec les solopreneurs. À plus petite échelle, moi, ce que je vois, des fois, c'est des gens qui disent « Je fais 100 000 par année ». Parfait. Tout le monde a, comme on dirait, le premier objectif, c'est 100 000. Mais au final, 100 000, ça peut être rien. Dans le sens, 100 000, là, ça peut être très petit comme chiffre si tu as une équipe à payer autour de toi. Si tu t'investis en publicité, plusieurs milliers de dollars par année. Si tu as énormément beaucoup de dépenses ou de charges salariales ou de trucs, 100 000, c'est rien finalement, là. 100 000, c'est beaucoup si tu n'as pas de dépenses, si tu es tout seul à subvenir à tes besoins, puis que tu n'as pas une grosse BM dans ton entrée de garage, puis la grosse... Tu comprends ce que je veux dire? Oui. C'est tellement relatif que des fois, ça vient me chercher. Je me dis, les gens voient ça comme, mais elle, une telle, a fait 100 000 par année. Ouais, mais on peut-tu aller creuser, tu sais, tant qu'à donner ce chiffre-là, soyons transparents. Tu sais, si on a envie, comme entrepreneur, d'être ultra transparent sur nos revenus, ben je me dis, soyons ultra transparents sur le reste, les dépenses, la structure. Sinon, ça fait juste faire de la poudre aux yeux, tu sais. Oui, parce que je mets toujours un revenu brut. Moi, je trouve que c'est la même chose qu'un titre. Dire qu'on est, je reviens dans les emplois, là, mais directeur ou directrice, tout le monde peut être directrice. C'est pas wow, là, c'est pas quelque chose, t'es pas mieux qu'une autre personne. Puis de revenir 100 000, comme tu dis, ça se peut que la personne a fini avec 20 000 dans ses poches. Avec 10 000, peut-être, on sait même pas les dépenses, mais de peut-être revoir c'est quoi ses objectifs, mais qu'est-ce qu'on veut dans nos poches à chaque mois. Et pas le chiffre flashy du 100 000. Qu'est-ce qu'on veut vraiment, nous? Est-ce qu'on veut vraiment atteindre le 100 000 ou c'est parce que c'est l'objectif un peu de tout le monde d'atteindre ce 100 000-là, mais pas de le voir aussi comme un chiffre brut, mais qu'est-ce que je vais avoir dans mes poches, moi, à la fin de l'année? Exact. Puis tu sais, des fois, le 100 000, il vient avec, comment dire, des projets qui nous stressent plus, avec une charge de clientèle qui nous stresse plus, qui fait qu'on perd en qualité de vie. Tu sais, dans le fond, c'est de se poser la question combien on veut vraiment, combien on a besoin vraiment pour vivre, combien on aimerait avoir. Puis tu sais, ça dépend aussi de notre situation personnelle. C'est là où l'entrepreneur et l'entreprise sont comme ensemble. C'est que, mettons que je vis dans le fin fond de la Gaspésie, ben mon hypothèque, elle me coûte pas le même prix. J'ai pas la même réalité, tu sais, de besoins. Fait qu'il y a ça aussi. Puis aussi, c'est ce centre-ville de Montréal. Ben ouais, c'est ça, là. C'est comme on n'a pas besoin de la même chose en termes de revenus. Puis le thème aussi, tu sais, chiffre d'affaires, salaire, c'est tellement galvaudé, tu sais. Parce qu'on s'entend que si tu es incorporé, ben c'est ton incorporation qui te verse un salaire. C'est pas la même chose que travailleur autonome. Ton salaire, c'est comme... T'en as pas de salaire, c'est un revenu, moins dépenses. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui mélangent des concepts juste pour que ça fasse beau, que ce soit comme une stratégie marketing. Puis on vend ça.
c'est ça que j'aimerais aussi qu'on mentionne peut-être là à tout le monde, mais d'acheter parce que quelqu'un fait plus d'argent, c'est pas une bonne façon d'acheter. Non. Parce que si tout le monde achète juste parce que la personne fait de l'argent, c'est sûr qu'elle va faire de l'argent. Parce qu'on achète parce qu'elle fait de l'argent. Donc, c'est ça. Tout le monde va vouloir acheter pour ça, mais c'est pas une bonne stratégie. C'est qu'est-ce qu'on a vraiment besoin au final. C'est quoi qu'on a vraiment besoin pour propulser notre entreprise? Est-ce que c'est vraiment d'aller vers une formation qu'on parle juste d'argent? Ah oui, tellement. Je... Amen. Amen! Amen. Ah ouais, écoute, je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures. Puis, ce que j'aurais envie aussi de te demander, en terminant, je sais pas si, tu sais, dans l'accompagnement que tu fais, dans la façon dont tu travailles avec tes clientes, est-ce qu'il y a des outils, un outil qui te vient en tête que tu aurais envie de partager? Ça peut être un ou deux, là. Mais bref, un outil que tu aurais envie de partager avec celles qui écoutent le podcast. Oui. Quand tu parles d'outils, est-ce que ça peut être un exercice? Ça peut être un exercice, ça peut être un freebie, ça peut être un logiciel, ça peut être tout ce que tu veux. J'ai un exercice que j'adore faire à mes clientes, que je tripe, moi, peut-être même plus qu'elles. OK. Mais c'est souvent en marketing, là, on parle du chemin du client. Bon, il arrive, c'est ça, du parcours. Bon, tu vois, c'est pas moi la pro-marketing. C'est correct. Du chemin. C'est la même chose. Chemin, parcours, écoute, même chose. Donc, on parle... Traverser, route, parcours du client, on en parle souvent. C'est quoi le parcours? Mais parcours de ton argent. Ça aussi, je le fais faire à mes clientes, puis pour ceux qui écoutent le podcast, j'aimerais ça que vous le faites, puis vous me revenez là, à moi ou Mélanie, mais que vous nous revenez avec ça parce que souvent, l'argent, on n'est pas capable nécessairement de visualiser, bon, combien je dois mettre en impôt, qu'est-ce que je veux faire avec, mais c'est important d'avoir aussi un parcours par rapport à l'argent. Quand elle arrive d'une cliente, par exemple, elle arrive où, dans quel type de compte? Est-ce que c'est par Stripe, Thrivecard? Est-ce que c'est par quelle application qu'elle arrive? Est-ce que c'est un virement Interac? Donc, de vraiment partir du départ où elle arrive, mon argent, et de la distribuer. Donc, en ce moment, c'est quoi le chemin? Peut-être qu'elle arrive, par Stripe, qu'elle est déposée par la suite dans le compte bancaire, et pif, paf, pouf, on fait un virement dans le compte épargne, c'est fini. Ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? Est-ce que présentement, ton argent, elle fait bien trop de chemin? Donc, de vraiment voir en ce moment quel est le chemin qu'elle fait et par la suite de se poser des questions. Qu'est-ce que j'aimerais qu'elle fasse comme chemin? Donc, de vraiment le visualiser, c'est peut-être aussi plus simple par la suite pour planifier les impôts, les taxes, de savoir pourquoi faire de back and forth entre certains comptes. Bon, de mettre de l'argent dans un compte d'épargne, mais finalement, j'en ai besoin, je vais devoir retirer, je dois le mettre dans tel compte. Donc, de vraiment faire cet exercice-là, on est capable de le visualiser. Puis en plus, c'est des dessins, c'est bien le fun. On se casse pas la tête, puis on n'est pas nécessairement dans nos chiffres, on est plus dans nos comptes. J'aime ça, j'aime ça. Fait que si vous avez envie de faire l'exercice, puis de faire une petite story, vous pouvez nous taguer, Jessica et moi, ça va être cool. Puis aussi, en terminant, je voulais te demander comment on peut travailler avec toi, que tu nous expliques un peu. Je sais que tu es en réorganisation, puis je sais pas exactement, tu sais, d'ici à la diffusion, tu as le temps de revoir des choses, mais globalement, qu'est-ce que tu as envie d'offrir comme type d'accompagnement ou de service? Globalement, présentement, j'offre un forfait stratégique que j'appelle et que j'adore. Je l'offre justement souvent aux femmes entrepreneurs, mais je travaille aussi avec des hommes. Je travaille avec plein de gens. Mais je travaille souvent avec des femmes entrepreneurs qui soit sont en démarrage, soit qu'elles n'ont pas nécessairement d'entreprise, ou même des femmes que ça fait 5-6 ans qu'elles sont en entreprise. Donc, il n'y a pas vraiment de limite là, au fait que vous soyez en entreprise. Et ce qu'on fait, c'est un planning stratégique. Donc, souvent, j'entendais la question, je ne sais pas quoi faire, j'ai besoin d'étapes, j'aimerais ça qu'on me dise, prends telle étape, par la suite telle étape. Vraiment, là,
C'est ça. Clair, Hmm. précis. Donc, j'ai créé ce forfait-là qui est clair, qui est précis, où on a une discussion ensemble, il y a des rencontres, donc vraiment un accompagnement. J'apporte un plan stratégique, un plan de match, un mapping des priorités, donc pour savoir où te garrocher, pour pas que tu sois un petit peu, bon, pêle-mêle là, dans ta tête. Donc, il y a vraiment un mapping des exercices. Donc, on fait vraiment un accompagnement ensemble avec une rencontre de suivi, communication entre. Mais le but, c'est vraiment d'alléger la charge mentale que les finances peuvent avoir et de simplifier ta gestion financière. Donc, de simplifier tes comptes, simplifier tout ce qui est en lien avec ton argent et même amener des réflexions sur ton mindset. Donc, Hmm. parfois, on s'en rend pas compte, mais on a des belles discussions aussi par rapport aux croyances. Là. Donc, voilà le forfait stratégique que j'offre et qu'on peut retrouver là, justement sur ma plateforme Instagram. Parfait. Fait que je vais mettre tous les liens, en fait, de ce qu'on a discuté aujourd'hui dans les notes de l'épisode. Puis, n'hésitez pas si vous avez des questions pour Jessica ou pour moi, n'hésitez pas à entrer en contact. Je vais mettre aussi les liens vers ces plateformes de réseaux sociaux. Merci. Alors, un gros merci, Jessica, pour la belle discussion. Je suis vraiment contente. Oui, mais merci à toi. Je suis vraiment contente d'avoir pu partager là, des informations en lien avec les finances et d'avoir essayé de rendre ça un petit peu plus plaisant aussi. Oui, c'est plein de belles réflexions, c'est plein de, je pense, de prise de conscience. Fait que bref, un épisode plein de valeurs, je pense. J'espère que vous avez aimé ça comme discussion. Merci. Merci à toi, à bientôt!